Lorsque j'ai commencé le street workout, je faisais n'importe quoi et pendant une bonne période, ça a stoppé mes progressions. Et tu sais, dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. La première chose, c'est de faire l'erreur et de se dire « Ah, c'était une erreur, faut pas que je recommence ». Et la deuxième chose, c'est de tout simplement écouter les gens qui l'ont déjà faite et l'éviter ensuite. Bon, je vais considérer que tu es une personne intelligente et que tu vas suivre et ne pas commettre les erreurs que je vais te dire parce que je suis sûr maintenant à 200% que tu fais au moins l'une d'entre elles. Lorsque nous sommes soumis au street workout pour la première fois, ce qui va vraiment nous impressionner, ça va être toutes ces choses impressionnantes que notre poids du corps peut faire. Tu sais, le muscle up, le front lever, le fait de faire des tractions lestées avec je ne sais pas combien de kilos, etc. Et donc par conséquent, on commence avec l'ambition de réussir tous ces mouvements ultra compliqués et on va négliger la chose la plus importante qui est les bases. Tu sais, c'est tout ce qui va être traction, pompe, dips, ces exercices qui peuvent sembler entre guillemets un peu chiants, sont la base de tout. Lorsque tu vas voir quelqu'un réaliser un front lever, je te garantis qu'il est capable de faire au moins plus de 10, 15, 20 tractions d'affilée. Lorsque tu vas voir quelqu'un réaliser le muscle up, il est capable aussi de faire ses 10 tractions d'affilée. Lorsque tu vas voir ces personnes faire le handstand, etc., ils sont capables de faire une vingtaine de pompes ou de dips sans aucune difficulté. La métaphore que je donne toujours, c'est si tu souhaites construire une énorme et belle villa, il faut que les fondations qui vont la maintenir soient solides. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'écrouler, elle ne va pas tenir. Ici, en street workout, c'est exactement la même chose. Si tu as du mal avec les tractions, si tu as du mal avec les pompes, si tu as du mal avec les dips, ne cherche pas plus loin, tu vas réussir aucun mouvement avancé. Je dis ça car j'ai vu sur Instagram des personnes qui débutaient totalement dans ce sport et qui avaient dans leur programme des exercices du type tuck front lever pull-up. J'étais là en mode... Et pourquoi tu fais des tuck front lever pull-up? Apprends déjà juste à faire des pull-ups simples, classiques, tu vois. Et après, elle m'a dit oui, je suis le programme d'un youtubeur. Je me suis dit, ah bah oui, c'est normal. Donc si tu souhaites progresser le plus vite possible et devenir le plus fort possible pour atteindre toutes les features que tu vois actuellement, travaille tes bases. Passe maintenant à la deuxième erreur et j'aimerais te ramener au temps où lorsque j'avais 17 ans. J'arrivais au parc et ce que je faisais, c'est que je commençais directement à faire mes muscle up, mes tractions, mes pompes. Je ne m'échauffais pas, j'en avais strictement rien à faire. C'était ça mon échauffement. À l'époque, on me disait toujours, ouais, mais tu dois t'échauffer, c'est important pour pas se blesser. J'étais là, oui, car en fait, lorsqu'on est débile, on a l'impression qu'on a la science infuse et qu'on n'a rien. En l'occurrence, moi, je n'avais aucun symptôme, aucune douleur, donc je me disais, bon, ce sont tout simplement eux qui sont faibles. Moi, je suis spécial, je n'aurai rien. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que 1 an et demi plus tard, lorsque j'ai eu mes 18-19 ans, j'ai ressenti tout le contre-coup de ne m'être jamais échauffé. J'ai ressenti des douleurs articulaires, notamment au niveau des poignets, plus une tendinite au bras droit qui m'a empêché de faire des tractions pendant très longtemps. C'était vraiment très simple. Je rejoignais mes amis, je me préparais pour la séance, mon bras me disait 1-1-1, j'avais une douleur atroce. Et du coup, j'ai passé ma séance à les regarder comme ça, c'était tellement triste. Et donc, par conséquent, j'ai retenu la leçon de la mauvaise manière. Je suis devenu ensuite obsédé par l'échauffement. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, l'échauffement, c'était optionnel. Aujourd'hui, ça fait partie à part entière de mon entraînement et je ne rigole pas avec ça. Sinon, je sais très bien ce qui va se passer. De plus, les personnes que je n'écoutais pas avant, je suis devenu exactement comme eux, entre guillemets un vieux con. Lorsque je vois un petit jeune, je lui dis « Échauffe-toi, sinon tu vas te blesser, sinon tu auras ça. » Ismaël, shout out à toi si tu vois la vidéo, tu ne m'as pas écouté et tu t'es blessé. Donc si toi actuellement tu es au début de ton aventure en street workout et que tu ne t'échauffes pas, sache que tu fais une grosse erreur. Même si là aujourd'hui tu ne sens rien, tu verras que dans le temps tu auras un contre-coup monstrueux. Parce que certes nerveusement ton corps il va suivre, tu vas devenir plus fort, mais au niveau de tes joints, tes tendons, articulairement, est-ce que ça s'adapte aussi vite? Je pense pas. L'erreur numéro 3, nous l'avons tous fait. Là c'est impossible que tu ne l'aies pas fait. Ça va être le fait de corriger sa technique avec le temps. Lorsqu'on va débuter, on va s'en foutre littéralement de la technique. On va juste faire nos tractions, on va faire nos muscle up, on sera content, on va se dire haha, on est trop fort, alors qu'on fait 1001 erreurs. Alors il faut savoir que le street workout c'est un véritable sport, par conséquent il y a des règles. Lorsque tu vas faire une traction, il y a une manière de faire les tractions. Lorsque tu vas faire des pompes, il y a une manière de faire des pompes. Lorsque tu vas faire des dips, il y a une manière de faire des dips. On va les distinguer de deux façons. Il va y avoir la clean form, ça va être entre guillemets la forme parfaite, la plus belle visuellement et où tu ne vas pas t'aider de quelque chose pour faciliter le mouvement. Et par opposition, il y a la bad form. La bad form, c'est très simple, ça va être lorsque tu vas utiliser quelque chose, un petit artifice pour faciliter le mouvement. En muscle up, par exemple, ça peut être kippé avec les genoux.
En traction, ça peut être utiliser un rebond, tous ces éléments qui vont rendre le mouvement moins esthétique et plus facile d'exécution. Alors je ne te jette pas la pierre, c'est totalement normal de faire de la bas de forme car il est impossible d'apprendre le muscle up directement avec une forme parfaite. Forcément, nous allons passer par de la bas de forme et moi-même, ça a été mon cas. Les gars, pour vous montrer l'importance de la technique, on va jouer à un petit jeu. Suivez-moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 tractions. Il va y avoir une traction qui sera parfaite et une traction où je vais faire une erreur. Et dans les commentaires, dis-moi c'est quoi l'erreur qui fait que cette traction n'est pas bonne. Première traction. Allez, c'est parti, deuxième traction. Ah là là, j'espère que tu as trouvé l'erreur, car il y a une des 2 tractions, j'ai fait n'importe quoi. Tu sais quoi, je vais même te donner une deuxième chance de trouver l'erreur. Je vais faire exactement la même erreur, mais en muscle up, avec plus 10 kilos. Premier muscle up. Deuxième muscle up. Il y a un muscle up que je viens de faire qui sera valide en compétition. Et il y en a un autre. On va te dire non mon gars, tu fais n'importe quoi. Allez, en plus c'est la même erreur qu'en traction. Donc l'erreur dans ce que je suis en train de te dire, c'est de faire de la bas de forme toute ta vie. Il y a des gens, même après 5 ans, 6 ans, 7 ans de street workout, ils ne savent toujours pas faire des tractions. Ils ne savent toujours pas faire de muscle up. Et il ne faut pas que tu sois l'un d'entre eux, car il y a toujours quelque chose à améliorer dans ta technique. Moi-même, 8 ans plus tard, là actuellement dans mon muscle up, il y a encore des petits détails techniques que je suis en train d'améliorer. Tu vois là, dans le muscle up que je suis en train de faire, je suis en train d'optimiser le placement de mes pieds pour que j'ai le meilleur transfert de force. Bref, un truc de malade mental, mais j'optimise encore. L'erreur numéro 4, si tu souhaites apprendre un mouvement et que tu ne fais pas cela, c'est tellement dommage, ça va être le fait de ne pas utiliser l'excentrique, la phase négative d'un mouvement. Lorsqu'on souhaite apprendre un mouvement, ici en l'occurrence les tractions, il va y avoir 2 manières. On a besoin dans un premier temps de gagner en force. Et pour gagner en force, il va y avoir 2 manières. La première phase, c'est utiliser la phase concentrique, par conséquent faire des tractions assister à l'élastique, et la deuxième phase, la phase excentrique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le mouvement à l'envers pour gagner en force dans tout le pattern du mouvement. Et cette règle, elle s'applique dans quasiment tous les mouvements de street workout. Tu peux utiliser l'excentrique pour apprendre le front lever. J'ai utilisé l'excentrique pour apprendre la traction à un bras. Tu peux utiliser l'excentrique pour apprendre à faire tes tractions. Mais attention, j'ai quand même envie de faire un aparté, spécialement pour le muscle up. Allez, viens, suis-moi. Alors, pourquoi le muscle up en excentrique n'est pas une bonne idée? Bon, je vais te montrer c'est quoi un muscle up en rate. Hop là. Là, tu vois bien que lorsque j'effectue mon muscle up, je me repose principalement sur le facteur puissance. Alors que lorsque tu vas faire de l'excentrique, comme cela, tu as le muscle up en négatif comme cela, ce qui va se passer, c'est que la partie où tu vas générer le plus de force va se faire pendant la transition. En gros, tu vas chercher à être fort sur cette transition ici. Mais le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est une exception, c'est que lorsqu'on va faire le muscle up, c'est pas au niveau de la transition qu'on va avoir de besoin de force. Ce qui va faire toute la différence, ça va être le facteur puissance au moment du tirage. Regarde ici. À aucun moment, j'ai eu besoin d'être fort sur la transition qui se trouve ici. Donc bosser le muscle up en excentrique, c'est la pire chose que tu puisses faire si tu souhaites débloquer ton muscle up. Pour bien que tu te rends compte, tu dois comprendre que lorsque je travaille l'excentrique du one arm pull-up, c'est pour être fort dans cette partie, c'est pour être fort ici, c'est pour être fort ici. Et à la fin, vu que j'ai travaillé toute l'amplitude de ce mouvement, je suis capable de faire le positif du mouvement. Alors qu'en muscle up, c'est pas ça. En muscle up, ça va être cette phase qui va être vraiment très importante. La phase de monter le plus haut possible. Lorsque je débutais en street workout, je faisais quelque chose qui est vraiment inconcevable maintenant. C'était le fait de ne pas avoir de programme, venir au parc et juste faire un peu de traction, un peu de pompe, un peu de dips, de manière totalement aléatoire et c'est tout. Si toi, là, tout de suite, tu n'as pas de programme d'entraînement, sache que tu marches à l'aveugle. Imagine-toi démarrer ta voiture ou prendre ton scooter et aller à Marseille. Mais maintenant, attention, je te dis d'aller à Marseille, mais t'as pas le droit de prendre une carte, t'as pas le droit de lire les panneaux, pas le droit d'utiliser ton GPS. Tu dois y aller comme ça. Le jour où tu y arriveras, combien d'années se seront écoulées? Je sais pas. Et le truc, c'est que lorsqu'on va débuter, on a une marge de progression qui va être titanesque. Par conséquent, on va avoir l'illusion de progresser à l'infini jusqu'au jour où viennent les premiers signes de la stagnation. Et là, tu stresses. Et c'est là où tu vas te dire, mais non, mais en fait, il me faut un programme. Si je progresse pas, c'est totalement normal. Ne fais pas cette erreur-là. Avoir un programme, c'est la base de tout, car ça va te guider et tes progrès ne seront pas aléatoires. De plus, il y a un aspect sous-jacent qui est vraiment hyper important au fait d'avoir un programme, ça va être le tracking. Lorsque tu as un programme, ce qui est génial, c'est que tu peux mesurer
mesurer ton avancement. Tu peux te dire, ok, cette séance, je l'ai réussi. Cette séance, maintenant, je rajoute une répétition pour faire mieux. Et c'est là où on arrive à l'erreur suivante. Ça va être le fait de mal utiliser la surcharge progressive. Bah forcément, si tu es à l'aveugle, comment tu peux savoir si tu as besoin de rajouter plus ou moins une répétition? Tu peux pas, parce que tu es à l'aveugle. Le principe de la surcharge progressive, il est absolument omniprésent dans tout domaine d'expertise. À partir du moment où tu reçois un stimuli, ton corps s'adapte et devient plus fort. Par conséquent, pour aller à la prochaine adaptation, tu as besoin de faire quelque chose d'un tout petit peu plus difficile. J'ai pas dit plus difficile, j'ai dit un tout petit peu plus difficile. Et c'est là où la plupart des personnes ne savent pas utiliser la surcharge progressive. Ce qu'ils vont faire, par exemple, si on prend les muscle up lestés, imaginons que quelqu'un a une puissance ultime, sa force maximale, elle est à 10 kg. Bah si après avoir fait 5 kg, la semaine d'après, il rajoute 2,5 kg, c'est beaucoup trop. Parce que chaque semaine, il aura une augmentation de 25% de l'intensité par rapport à sa force maximale. Ou si toi au maximum tu sais faire 10 tractions, ne commence pas par faire des séries de 6 et monter d'une répétition. Tu verras qu'au bout de 3 semaines tu feras des séries de 9 alors que 10 c'est ta force ultime. Ça n'a aucun sens. Si toi maintenant tu fais du statique et que tu as réussi à valider 3 secondes d'advanced stuck front lever, il est totalement débile la séance d'après de tenter des foules. Ça ne va pas passer parce que le gap de difficulté est beaucoup trop grand. Moi il faut savoir qu'avant je n'avais pas compris ce principe de surcharge progressive, vraiment step by step. Moi j'aimais bien sauter des étapes, faire n'importe quoi. Puis ensuite j'échouais mes séances, je me disais bon bah je vais échouer jusqu'à ce que ça passe et au final je progressais pas, j'avais la haine. Donc maintenant que tu as un programme et que tu utilises la surcharge progressive, je t'en supplie, il ne faut pas que tu fasses cette erreur. Il faut à tout prix que tu aies une caméra, en l'occurrence ton téléphone avec un trépied, vraiment ce serait génial, et que tu me filmes tes séries, c'est vraiment très important. Dis-toi que lorsque l'un d'entre vous vient me voir sur Instagram et me pose une question, la première chose que je dis toujours c'est: est-ce que tu as une vidéo de ce mouvement? Et la plupart des cas, lorsque c'est un avancé, bien sûr, parce que tous les avancés se filment, mais lorsqu'on va être débutant, forcément on cherche à rien optimiser, donc on va juste faire l'exercice sans vouloir se filmer, et il me répond toujours: non, je n'ai pas de vidéo, désolé Podboy. Alors que la chose que vous devez comprendre à tout prix, c'est que la vidéo va être un feedback objectif de ta performance. C'est-à-dire lorsque tu vas faire des tractions, si tu as l'impression que ta forme elle est parfaite et que tu regardes à la vidéo, que tu lèves un peu tes genoux, bah les faits sont là, tu peux rien y faire en fait. Tu as levé tes genoux, ton mouvement n'est pas bon, il faut le corriger. Et ça c'est tellement utile si tu souhaites corriger ta technique dans n'importe quel mouvement. Lorsque tu vas faire ton front lever, ça se trouve ton alignement il n'est pas parfait, il n'est pas rectiligne, par conséquent tu peux le corriger pour la série suivante. Il y a tellement d'informations que tu peux en tirer d'une vidéo de toi-même, mais attention, prends quand même un bon angle. Dans tous les cas, à partir du moment où tu vas devenir de plus en plus fort, naturellement tu vas vouloir te filmer. Parce que lorsqu'on est fort, on s'aime trop et on aime trop se filmer. L'erreur numéro 8, ça va être le fait d'en faire trop en street workout. Et le truc, c'est qu'on ne sait jamais si on en fait trop ou pas, à moins que on finisse par en faire trop et notre corps nous dit stop. Il faut savoir que moi, lorsque je débutais, je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine, 4 heures par jour. J'étais vraiment dans ma bulle, déterminé, no pain, no gain. Et je me disais, c'était la seule manière de progresser. Il n'y en avait pas d'autre. Et quand tu fais tes recherches et que tu comprends comment on devient plus fort, comment on s'améliore, en réalité, c'est pas en s'entraînant. Non, c'est en se reposant qu'on devient plus fort. L'entraînement, c'est tout simplement le stimuli qui va nous rendre plus fort. La réalité, c'est lorsqu'on est tranquille et qu'on fout rien du tout que les choses se passent. Bien, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on incorpore 1 à 2 jours de récupération. Mais maintenant, il y a encore d'autres aspects du repos que j'avais pas encore intégrés. Le premier, ça va être la notion de deload. Lorsqu'on débute, ne t'inquiète pas, on n'en a rien à faire. C'est plus tard lorsqu'on va commencer à devenir plus avancé et qu'on va réaliser des mouvements qui vont nous taxer énormément nerveusement. Pour faire simple, le deload, ça peut être une séance ou plusieurs séances. Moi, en l'occurrence, ça va être pendant toute une semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner en gros à 50% de mes capacités pour récupérer un maximum nerveusement pour réenchaîner avec le programme suivant. Donc en gros, je vais récupérer en m'entraînant moins. La deuxième notion de récupération, ça va être le week off. Alors ça va être simple, pendant une semaine, peut-être 2 même. Bon, moi je conseille qu'une seule. Tu ne fais rien, tu ne t'entraînes pas. Ça, généralement, c'est parfait si tu sens que tu as d'énormes douleurs, que tu es très proche de la blessure et que la fatigue est à son paroxysme. Ou sinon, tu as envie de faire un break avec le street workout, street lifting, tu en as marre, tu as envie de faire autre chose. Tu fais ton week off et tu reviens hyper frais généralement la semaine suivante. Et l'ultime erreur, ça c'est l'erreur numéro 9 et tu l'as fait. Si tu me dis dans les commentaires que tu l'as pas fait, t'es un menteur. Ça va être le fait de se comparer aux autres. Alors ça, c'est quelque chose que je dis depuis le début de cette chaîne YouTube. On est tous différents, on a tous des zones de génie complètement différentes. Certaines personnes vont être des génies du tirage, certaines personnes vont galérer au dips, certaines personnes en planche elles vont être incroyables.
En bref, certaines personnes font 1m98, d'autres personnes font 1m80 et d'autres font 1m72 et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Maintenant, on a tous nos forces et nos faiblesses différentes et si toi maintenant tu bases ta valeur, ta perception de qui tu es sur les progrès de quelqu'un d'autre, et bah sache que tu n'as rien compris. Parce que dans ce sport, déjà avant tout, c'est nous contre nous, mais on est tous des camarades, c'est-à-dire on avance tous vers un but. Certaines personnes vont avancer devant toi, certaines personnes vont avancer derrière toi, certaines personnes sur un skill en question vont avancer plus vite que toi, certaines personnes non. Pourquoi? Car on a tous, comme je te l'ai dit précédemment, nos zones de génie. Si nous sommes dans un jeu vidéo, World of Warcraft, l'un de mes jeux vidéo préférés, et que tu es un mage, et toute ton enfance tu as grandi et été élevé dans un village de guerriers. Les guerriers, ils sont très forts au corps à corps, ils sont très forts à utiliser des épées, des haches, etc. Donc toi, forcément, vu que tu vis dans un village de guerriers, c'est quelque chose que tu vas apprendre, mais tu ne seras pas le meilleur et tu vas passer ta vie à dire « je suis une grosse merde ». Alors que non, ta vraie force, c'était dans les boules de feu, utiliser des sorts de glace pour ralentir tout le monde. C'était ça ta vraie force depuis le départ. Mais tu as passé ta vie à te dévaloriser en pensant que tu ne valais rien du tout, alors que tu aurais pu devenir le mage le plus puissant d'Azeroth.